Dans ce 4e et dernier épisode inédit, enregistré lors du Mondial du fromage de Tours, et toujours en collaboration avec leguidedufromage.com, nous allons de nouveau te proposer d'aller à la rencontre de 3 invités. Nous allons tout d'abord parler d'un concept qui peut parfois paraître un petit peu abstrait, mais qui est réellement et vraiment d'actualité, l'agroécologie. Notre invité, Baptiste Carouchet, va nous expliquer cette notion et nous illustrera comment cela fonctionne avec le modèle de la ferme de la Tremblay qu'il dirige. Pour continuer, on te proposera de partir à la rencontre d'Emma, aussi connue sous le pseudo The Cheese Explorer sur les réseaux. Elle nous racontera son parcours et nous fera voyager de l'autre côté de la Manche, chez nos voisins anglo-saxons, toujours avec une pointe d'humour. Et enfin, dernier invité de cette série spéciale, on accueillera Xavier Thuret, meilleur ouvrier de France fromager, que vous pouvez également retrouver sous le nom Cheese Guru sur les réseaux. Il viendra nous parler avec gourmandise et passion de Roquefort et nous proposera quelques accords pour ce fromage AOP qui fête ses 100 ans cette année. Nous te souhaitons une très bonne écoute. On n'arrête pas de rencontrer des gens incroyables, Laetitia. Complètement, Romain. Et d'ailleurs, je te remercie de me faire partager tout ça à tes côtés. Moi, je suis très content de cette collab entre le guide du fromage et l'échange. Et puis, on va attaquer un gros morceau. Ouais, là, je pense qu'il y a beaucoup à dire. Il y a un sujet. Alors, j'espère qu'on arrivera à respecter le temps parce qu'il y a beaucoup à raconter sur ce sujet-là. Et pour en parler, on accueille qui, Laetitia ? Eh bien, on accueille Baptiste Carouchet de la ferme de la Tremblay. Bonjour Baptiste. Et bonjour à tous les deux. Salut Baptiste. Baptiste, qui es-tu ? Donc je suis Baptiste Carouchet, je viens de Pau dans le sud-ouest, j'aime bien le rappeler, mais je suis le gérant de la ferme de la Tremblay, cette belle ferme dans les Yvelines, en région parisienne. Et c'est quoi ton parcours ? Comment t'es arrivé là ? En fait, je suis monté petit à petit vers le nord de la France et j'ai fait un parcours avec vraiment des études dans le monde agricole, avec un bac et un BTS en production agricole et notamment autour de l'élevage. Et après, j'ai fait un cursus d'école d'ingénieur en agronomie pour vraiment apprendre à gérer une ferme, une exploitation agricole et à la développer selon des bonnes pratiques et selon la qualité. J'ai eu la chance de faire cette école en apprentissage à la ferme de la Tremblay. Finalement, t'as jamais bougé de la ferme de la Tremblay. Finalement, je suis un bébé de la ferme de la Tremblay, on peut le dire comme ça. Et du coup, on va parler de la ferme de la Tremblay. Si tu peux donner en quelques chiffres, c'est quoi cette ferme ? Bien sûr, oui, c'est une ferme qui existe depuis 1967 et qui est aujourd'hui considérée comme étant un des pionniers, vraiment à l'avant-garde d'un modèle agricole très durable et qui essaye de faire au maximum des fromages de grande qualité et innovants. Voilà. La particularité de cette ferme, c'est qu'elle appartient à une famille qui est un petit peu connue dans le monde du fromage. Oui, tout à fait. Donc la famille Bongrain qui est propriétaire de cette ferme depuis 1967 et qui a toujours cherché à sortir des sentiers battus pour proposer le meilleur ou en tout cas des solutions d'avenir pour le monde agricole et l'agroalimentaire aussi. Et c'est vraiment une ferme qui est gérée à l'extérieur du groupe. Finalement, vous êtes un peu un ovni. Totalement, on est un vrai ovni et on est fiers de ça. Et finalement, c'est une ferme gérée à part qui reste familiale et pour laquelle on a une liberté de gestion et de développement totale, comme si c'était ma ferme totale. Voilà. Et du coup, sur cette ferme, il y a de l'élevage et de la production de fromage et il y a 2 types d'élevage. Alors exactement, on a nos propres parcelles agricoles, on cultive nos champs, 180 hectares de terres agricoles pour alimenter environ 180 à 200 vaches laitières qui sont présentes sur la ferme et 500 chèvres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble du lait produit à la ferme est transformé à la ferme. On ne vend pas de lait à l'extérieur. Toute l'année, notre lait est transformé pour fabriquer d'excellents fromages, yaourts, fromage blanc, crème et ainsi de suite. Tout à l'heure, tu as dit un mot un peu autrement, finalement, le système, la chaîne un peu autrement. On va parler, c'est pour ça qu'on t'a fait venir, d'agroécologie. Et du coup... Et oui, on aimerait bien savoir ce qu'est l'agroécologie, Baptiste. L'agroécologie, c'est quoi ? Finalement, c'est ce qu'on fait depuis plus de 20 ans à la ferme de la Tremblay. C'est vrai que ce nom, il n'est pas forcément facile à définir. Et je pense que nous, quand on s'est lancé dans ces bonnes pratiques agricoles, on ne pouvait même pas nommer ça d'agroécologie. Ça n'existait pas totalement à l'époque.
On parlait d'agriculture durable, de plein d'autres mots. Et aujourd'hui, on est capable de mettre ce mot agroécologie qui, pour nous, de manière très globale, est le RSE, responsabilité sociale, sociétale, mais du monde agricole. Et il n'y a pas de définition précise, mais en tout cas, c'est comment le monde agricole, l'agriculteur, s'adapte à son environnement pour produire le maximum en préservant ses ressources, le bien-être animal, la qualité de son sol, et que tout soit au service de la qualité dans le produit fini, le bien manger, le bon fromage pour nous en l'occurrence. Il y a des piliers quand même de cette agroécologie. C'est quoi les fondements de l'agroécologie? Les fondements, ils sont relativement simples au final. Ils se basent sur le vivant, ce qu'on connaît de la nature aujourd'hui et donc de l'agronomie. Et les quelques piliers qu'on peut connaître, c'est la couverture végétale du sol, par exemple. Ne pas laisser son sol nu, sans couverture pendant tout l'hiver. Le végétal qui est au-dessus du sol, c'est la toiture du bâtiment, c'est la toiture de la maison. Et on n'aimerait pas vivre dans une maison qui n'a pas de toit, où on subit la pluie, le vent et ainsi de suite. C'est la même chose pour le sol. On doit le protéger parce que dans le sol, il y a de la vie. Il y a des vers de terre, il y a des insectes, il y a des champignons et on doit les protéger. Eux font un travail formidable. Ils créent des galeries. Ils décomposent la matière organique pour nourrir la plante et il faut vraiment qu'on les protège. Donc ça, c'est un fondement même, la couverture du sol. Mais l'arrêt du labour, par exemple, ne pas retourner son sol, c'est un deuxième pilier qui est très important pour nous. Donc là, on est toujours sur le travail du sol. Donc là, on commence finalement à parler du sol et ça, c'est des choses que vous faites à la ferme de la Tremblay. Exactement, depuis 2006-2008 maintenant, notre sol ne s'est jamais retrouvé totalement nu tout un hiver, ça n'arrive plus. On n'a pas vu une charrue sur nos parcelles depuis 25 ans maintenant. Alors, est-ce que pour ceux qui nous écoutent, tu peux expliquer l'intérêt avant du labour? À quoi ça sert le labour? Le labour, historiquement, ça avait un véritable intérêt agronomique pour le coup. C'était de limiter les mauvaises herbes, en fait les adventices on appelle ça. Et donc ça permettait de remettre toutes les graines de mauvaises herbes dans le fond du sol en fait à 20-25 cm de profondeur. Et puis on s'est aperçu qu'en effet c'était efficace, mais il y a eu beaucoup de monocultures ces dernières années qui ont été faites dans les parcelles agricoles. Alors, et donc, il y avait monoculture, une seule culture qui est tout le temps, qui revient tout le temps, d'année en année. Voilà. Et ça, c'est un des troisièmes fondements finalement de l'agroécologie, c'est d'avoir une diversité de cultures ou une biodiversité de cultures, mélanger des graminées, des légumineuses les unes avec les autres et ne pas mettre toujours la même culture d'une année sur l'autre sur la même parcelle. Et donc cette biodiversité, on la retrouve dans le sol, on la retrouve dans les pratiques agricoles. Et le labour, on s'est aperçu que justement, il détruisait la biodiversité du sol, il détruisait les galeries que faisaient les vers de terre et il enfouissait la matière organique essentielle à la vie du sol en profondeur. Donc là, ça c'est sur la partie végétale. On pourrait parler aussi des engrais. Aujourd'hui, par exemple, si on parle de la ferme, vous n'utilisez pas d'engrais de synthèse. Alors ça, c'est bien terminé depuis très longtemps chez nous. C'est vrai, les engrais chimiques de synthèse, il faut le rappeler, qui sont issus du pétrole et de l'industrie du gaz. Nous, on a fait abstraction de ces engrais-là depuis plus de 20 ans aussi maintenant, en les substituant par ce qui se fait de mieux, les fumiers, les lisiers de nos animaux, de nos vaches, de nos chèvres. Aujourd'hui, qu'on a la chance de transformer en méthanisation pour utiliser le digesta. Donc le digesta vient nourrir la plante. C'est le compost liquide après la fermentation en méthanisation. Mais on nourrit aussi le sol grâce aux couverts végétaux et grâce au compost. On utilise du compost comme litière pour nos animaux. On crée du compost et ça nourrit le sol et la vie du sol. Donc là, on a fait la partie végétale. On a vu un petit peu ce que vous faites sur la ferme avec la partie végétale. Maintenant, on passe à quel pilier, Laetitia ? Bah écoute, tu parlais du méthanisateur, on peut parler de l'énergie. On peut parler d'énergie. Mais avant de parler d'énergie, il faut peut-être qu'on parle des animaux. Ah bah les animaux, oui. Parce que c'est avant même la production d'énergie, il faut le fumier, les lisiers pour fabriquer l'énergie. Tout à fait. Effectivement, pardon. Et c'est le vrai lien. C'est le vrai lien avec le sol. Moi, je veux rappeler une petite histoire et une petite anecdote. Quand la ferme a été achetée en 1967, quand elle a été reprise, c'était uniquement une ferme céréalière. À la ferme de la Tremblay, il n'y avait pas d'élevage. Et la qualité du sol dans notre secteur est relativement pauvre. On est sur des sols très sableux, à plus de 60% de sable. Et dans le sable, il n'y a pas ou peu de matière organique.
on n'arrive pas à retenir l'eau pendant l'été, donc ça sèche très fortement. Et le seul moyen d'augmenter la matière organique et la réserve en eau du sol, c'est de remettre de la matière organique. Et rien de mieux que l'élevage, et notamment les vaches laitières, pour apporter du fumier, des composts qui vont nourrir le sol et augmenter la matière organique du sol, donc sa fertilité. Et donc ça nous a permis, l'élevage, de se développer. Et se développer, c'est développer l'élevage avec un processus de biodiversité aussi. La biodiversité en élevage, c'est quoi ? C'est multirace. C'est ne pas avoir un troupeau qu'avec une seule race. Donc nous, par exemple, historiquement, on a des Primolstein, comme beaucoup d'éleveurs en France. C'est la race qu'on voit le plus souvent en France. Aujourd'hui, celles qui sont noires et blanches, classiques. Eh ben, on a changé de voie sur une grande partie de notre troupeau en intégrant de la rouge norvégienne, par exemple, qui sont des races scandinaves qui ont toujours été choisies non pas pour la production laitière, mais pour la bonne fertilité de cette race. Pour sa... C'est dommage, il y a plein de races en France. Mais on va voir, il y en a pas mal d'autres. Il y en a d'autres. Là, il nous parle de Norvège, mais il y a quand même des races en France. Et donc, elle a une qualité du lait, notamment une qualité des protéines du lait qui est supérieure, qui est très intéressante. Elle a une très bonne santé, et donc on parle de longévité. C'est-à-dire garder les vaches beaucoup plus longtemps dans nos troupeaux, pour qu'elles restent longtemps avec nous en tant qu'éleveurs. C'est le fondement même du métier d'éleveur. Aujourd'hui, effectivement, on a une vache fait entre 2 et 3 lactations en moyenne. Vous êtes sur combien de lactations à la fin de la Ça y est, tremblée ? on a dépassé les 3 lactations et demie en donc moyenne. C'est en moyenne, on prend sur la moyenne d'un troupeau. Donc là, il y a, tu disais tout à l'heure, 180, 200 vaches. Donc faut parler bien de moyenne. Exactement. Donc, bien sûr, il y a des vaches qui vieillissent beaucoup plus longtemps que ça dans le troupeau, et heureusement. Et c'est bien le fondement même de ce métier d'éleveur. Et c'est très important d'aller dans cette direction parce que ça permet notamment d'élever moins de génisses et ça a un impact sur la préservation de l'alimentation, du sol et même les émissions de méthane. On pourra en parler de cette partie-là aussi. Et du coup, donc de la Holstein, de la norvégienne et de la jersiaise. Et de la jersiaise, donc qui est une petite vache pour ceux qui connaissent pas la jersiaise et qui a quoi comme particularité ? Des petits yeux de biche, elle est trop jolie. Oui. Et là aussi. Elle fait un super lait qui est très riche en protéines. Très gras. Très gras. Donc c'est 50% de matière grasse en plus qu'une Primolstein. Alors c'est en des plus, elle est fous. petite. Elle est très petite, cette vache. Elle est jolie, la jersiaise. Alors en plus d'être jolie, tout à fait, elle est légère, donc elle se déplace très facilement. Elle peut accéder au pâturage presque toute l'année, quasiment. Parce que même quand c'est très humide pendant l'hiver, elle est légère, elle peut se déplacer, donc ça c'est intéressant. Et un lait riche en protéines, mais notamment des caséines. Et les caséines, c'est des protéines qui nous intéressent, nous, pour la fabrication du fromage. Le fromage, la caséine. Vous avez aussi, donc là on a parlé de la partie élevage. Vache, vous faites aussi des chèvres, et dans cette finalement agroécologie, vous faites quelque chose qui est important dans l'élevage de chèvres, c'est quoi ? On a déjà 2 races différentes en chèvres, aussi, comme on l'a dit. Toujours dans le même toujours principe. Dans la biodiversité, on va au bout vraiment de nos idées, mais surtout, nous, on a arrêté de faire produire du lait de chèvre tout au long de l'année. Les chèvres, c'est saisonné, c'est-à-dire qu'elle est sensible à la période lumineuse qui va permettre de déclencher ces chaleurs, et donc elle ne produit pas du lait tout au long de l'année. Son cycle naturel de reproduction, c'est en ce moment d'ailleurs. Quand la durée du jour raccourcit, les chèvres viennent en chaleur. Et donc, on met les boucs, il y a la période de reproduction qui est fin août, septembre et octobre, 5 mois de gestation et les nouvelles naissances. Et donc ça, les chevreaux et les chevrettes, c'est à partir de mi-janvier jusqu'à mi-mars. Mais ça veut dire qu'on laisse du temps de repos à nos chèvres avant les naissances. On a 2 mois de coupure qu'on appelle le tarissement. Et donc on arrête de produire du lait en décembre et en janvier pour l'ensemble de notre troupeau. Sur la partie production animale, pour terminer sur ce chapitre-là, il me semble aussi que vous avez mis des choses en place pour le pâturage. Très important. Le pâturage, remettre de l'herbe au milieu de nos animaux, mais pour protéger aussi nos animaux et la biodiversité. En fait, on ne fait pas du pâturage classique, on fait du pâturage tournant dynamique, c'est-à-dire que les vaches ou les chèvres ne vont pas rester tout le temps sur la même parcelle et tous les jours, elles vont changer de parcelle pour avoir toujours accès à de l'herbe fraîche. Mais on a aussi replanté des arbres et des haies au milieu de nos parcelles. Pourquoi ? Pour faire de l'ombre à nos animaux. Les vaches sont très sensibles à la chaleur.
au-dessus de 20-25 degrés, elles souffrent de la chaleur. Et donc, on a replanté beaucoup d'arbres et de haies pour les protéger du soleil. Alors en plus, tu fais la jonction avec un autre pilier, la biodiversité. Totalement. Donc moi, j'ai lu que vous aviez mis les haies. Donc ça retient les sols, ça permet aux petits oiseaux de venir s'abriter, etc. J'avais noté les pommiers aussi. Récolte de pommes la semaine dernière et cette semaine. Ah, formidable. Après, j'avais noté les ruches. La ruche, et qu'est-ce que vous en faites de ce miel ? Et donc du miel qu'on vend à la boutique. Ça, c'est important pour nous, qu'on redistribue un petit peu partout. On fait de temps en temps du yaourt au miel aussi de la Tremblay. Et puis, il y a quelques idées, quelques tests avec du fromage au miel. Du fromage au miel. Et puis aussi, quelque chose qui prend environ 280 hectares. Ah, la forêt, hein, tout simplement. Mais c'est même plus que ça. C'est 280 hectares avec la ferme de la Tremblay. Mais en fait, la ferme est au milieu du massif forestier de Rambouillet. Et cette belle forêt de Rambouillet, nous, on l'utilise, on la valorise. Non pas pour juste couper du bois, mais juste prélever le bois qui est arrivé à maturité et qui va servir à chauffer notre fromagerie en intégralité. Ce qui emmène au dernier pilier qui est... L'énergie, nous y voilà. On y est, Laetitia. On y est, voilà. La petite route logique. Et donc l'énergie, pour être autonome, vous êtes autonome en énergie aujourd'hui ? C'est même plus que ça. On est une ferme qui est en énergie positive, donc qui produit plus d'énergie que ce qu'elle consomme. Et globalement, on produit de l'électricité et de la chaleur pour plus de 3000 foyers. Donc c'est 40 à 50% d'énergie en plus que ce que consomme la ferme. Alors, on a parlé tout à l'heure avec Digesta, donc je suppose, et je le sais, un méthaniseur. C'est ça, donc le premier en Île-de-France, et c'est un vrai méthaniseur agricole, c'est-à-dire qu'il continue à transformer des fumiers, des lisiers, mais aussi le lactosérum de la fromagerie, qui est valorisé pour ne pas avoir de pertes et tout recycler. Après, il y a la chaudière bois. La chaudière bois, c'est encore plus vieux, 2006, et donc on valorise le bois de notre forêt et de la forêt de Rambouillet. Et donc ça nous permet, pour l'ensemble de la ferme de la Tremblay, de ne pas utiliser du tout de gaz ou de fioul issus de l'industrie du pétrole et de se chauffer intégralement à base d'énergie renouvelable. Est-ce que tu verrais quelque chose qu'on a oublié sur l'agroécologie sur la ferme de la Tremblay, Laetitia ? Sur l'agroécologie, il ne me semble pas. Maintenant, j'apprends aussi énormément en échangeant avec Baptiste. Tu penses avoir oublié quelque chose dans tout ce... Ah si, on n'a pas parlé d'un truc, c'est quoi Bicorp ? Ah oui, mais peut-être sur l'agroécologie, il y a des choses... Ah, j'ai oublié quoi ? Alors, en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est pas un label proprement dit avec un cahier des charges strict, parce que d'une région à l'autre, en France ou même en Europe, finalement, les besoins sont pas les mêmes, les climats sont pas les mêmes, les régions, les sols sont différents, et c'est le principe même de s'adapter à la nature et de la connaître. Et c'est pour ça que c'est pas simple. Et donc, quand on parle d'agroécologie, c'est pas juste donné à tout le monde, c'est vraiment de s'appuyer sur la nature et la science pour juste apprendre d'elle et apporter le meilleur, nous lui apporter le meilleur et en tirer le meilleur. Voilà. Et toujours, ça c'est très complexe, c'est scientifique. Et ce qu'on fait une année, on peut pas forcément le reproduire l'année suivante. Faut s'adapter. Et c'est une vision long terme. Exactement. Et on l'a dit déjà avec un invité, c'est le temps long dans l'agriculture. On peut pas penser A et changer tout de suite en B parce que tout a des impacts. Et du coup, c'est quoi Bicorp ? Alors Bicorp, c'est vrai que c'est pas très connu. Ah non, mais je te confirme. Nous, on aime bien les choses qui ne sont pas encore connues et de les mettre en place pour que demain, ça rayonne et que ça puisse être diffusé beaucoup plus loin. Et Bicorp, c'est typiquement une certification qui est reconnue à l'international, beaucoup dans les pays anglo-saxons d'ailleurs, et qui est typiquement le RSE de l'agroalimentaire. Et le Bicorp, c'est s'intéresser à tout ce qui est social, sociétal, environnemental, économique bien sûr. On ne peut pas faire tout ça sans avoir une notion économique. On ne peut pas juste faire du RSE en perdant de l'argent tous les jours. Et l'objectif d'une entreprise, d'une ferme, comme tout, c'est aussi d'être rentable. Et le RSE, et notamment la certification Bicorp, c'est par exemple, très concrètement, dans tous les projets qu'on va créer, qu'on va porter, qu'on va mener, c'est penser quel impact ça va avoir pour nous aujourd'hui, notre territoire, nos partenaires, les voisins, mais aussi les générations futures.
c'est laisser quelque chose de meilleur par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Et c'est une façon d'être et de penser au quotidien qui caractérise pleinement l'espèce de start-up qui a plus de 50 ans d'ailleurs, qui est la ferme de la Tremblay. Merci beaucoup, mais on a une dernière question, Laetitia, avant de... Baptiste, quelle est ta pizza préférée ? Oula, je vais pas dire la pizza 4 fromages, parce que finalement j'aime bien quand il y a beaucoup d'autres choses dessus. Et je vais faire une réponse de Béarnais, parce que je suis Béarnais d'origine, et là vous êtes mal barré. Notre pizzaiolo du coin fait une super pizza avec pas mal de choses dessus. Alors il y a de l'ananas dedans, désolé. Ah ben moi ça me dérange pas, ça relance encore le débat de la moyenne. Ça relance, mais surtout il utilise du bleu de chèvre. Du persillé de chèvre sur la pizza. Et ça, c'est incroyable. Mais il vient d'où ce persillé de chèvre ? Hyper local, de la ferme de la Tremblay. Merci beaucoup, Baptiste. Merci à vous. Merci à toi, Baptiste. À bientôt. À bientôt. Salut. Une nouvelle invitée. Et en plus, ça nous vient de loin. Ouais, on va voyager. Là, on va voyager. C'est pas qu'on voyage pas en France avec tous nos invités, mais là, on va aller un peu plus loin. Il y a quand même un tunnel qui nous sépare. Un petit tunnel. Alors, on a la chance d'accueillir qui, là ? Eh bien, nous accueillons Emma Young. Alors, on a Emma Young. Alors, je sais pas. On appelle aussi, excuse-moi, The Cheese Explorer. Exactement, The Cheese bien. Explorer. Voilà. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer, s'il va y avoir de l'anglais, s'il va y avoir du français, parce que quand on parle avec Emma, on ne sait jamais de quel côté du langage on va être. Bonjour, Emma. Bonjour, merci de m'avoir. Salut, Emma. On commence en français. Hein. On commence en français, puis on verra si on va y avoir fait un peu de franglais. Du franglais, mais ça, on sait bien faire en France. Alors, Emma Young. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, donc moi je m'appelle Emma Young, je suis fromager de Londres. J'ai démarré ma carrière en France, en fromage il y a 16 ans. Et moi j'ai travaillé en les ventes en gros, dans les détails. Et maintenant, je suis consultante, donc j'aide les gens d'ouvrir les fromageries. Et aussi, je fais beaucoup de formations pour les gens qui me demandent formation. Et donc, je forme les gens dans le monde du fromage. Et tu voyages beaucoup ? Oui, pas mal. Hein. Moi, je m'appelle Emma, j'habite dans ma valise, donc je voyage pas mal pour le fromage. Et comment t'es arrivée au fromage ? Par accident, par hasard, comme beaucoup de monde. Donc, moi, j'étais à l'université et j'ai fait mon bac, c'était en linguistique. Et après, j'ai dit, j'ai besoin d'un petit job, un petit travail pour un peu d'argent à côté. Et j'ai dit, waouh, j'aime bien le fromage, je veux juste travailler dans une fromagerie. Et c'était ça. J'ai fait une petite week-end job. Week-end job, c'est quoi? Un petit travail étudiant le week-end. Samedi, ouais. Et j'ai bien aimé ça et j'ai dit je veux rester dans cette industrie, c'est trop bien. Donc ça a démarré comme ça. Et tu as écrit aussi un livre? Ah oui. Donc il y a 2 ans, j'ai écrit un livre, ça s'appelle The Cheese Wheel et c'est autour du goût du fromage. Donc c'est une roue, c'est une flavor wheel et c'est On avait dit que ça déraperait en c'est anglais. Ça. Donc la roue des saveurs, on va traduire. Voilà. Et donc, je parle de 110 fromages autour du monde qui sont liés par le goût, par la note dégustative et pas forcément par l'endroit. Et qu'est-ce qui te plaît justement dans le fromage ? Le goût, l'univers, la filière ? Tout. Donc, c'est pour ça que j'ai resté dans l'industrie parce qu'il y a le goût. À la base, le fromage, c'est délicieux. Donc, ça, c'est la base. Aussi, il y a beaucoup de variétés différentes. J'aime aussi le paysage, j'aime bien voyager. Et aussi, les gens qui travaillent dans le monde du fromage, ils sont trop sympas. Pourquoi on voulait échanger avec toi aussi, c'est pour parler un peu du fromage en Angleterre. C'est comment ça s'organise, le marché du fromage en Angleterre. Mais avant ça, nous, on est français. Des fois, on peut avoir un peu l'image. Une question un peu existentielle, c'est... Est-ce qu'il y a du bon fromage en Angleterre ? Est-ce qu'il y a autre chose que le cheddar, quoi, voilà. J'ai envie de dire. Non, on n'a que cheddar. Donc, c'est une seule fromage en Angleterre aussi. Bien sûr que si. On a beaucoup de fromages très bien. On a sûrement le cheddar et le Stilton qui sont les plus connus, mais aussi on a une gamme très très diverse.
c'était plus divers. Avant les premières et la deuxième guerre mondiale, on avait beaucoup des fromages hyper traditionnels. On a perdu pas mal de culture, mais maintenant ça a redémarré depuis les années 80-90. Et on a une gamme spécifique. On a beaucoup des fromages lait cru. Donc on a les deux. Comme la France aussi, on a les fromages au lait cru, on a les fromages pasteurisés, c'est clair, mais on a une gamme des fromages lait cru qui sont super intéressante et très bien. Ouais. Une question du coup, c'est majoritairement des fromages au lait de vache ou il y a des fromages aussi au lait de brebis, au lait de chèvre? Est-ce qu'il y a des bassins de production en Angleterre au niveau de l'élevage ou des bassins plus connus pour la tradition fromagère? Comment ça fonctionne? Donc la plupart des fromages sont au lait de vache. On a le pâturage qui est très adapté pour les vaches. On a, t'as dit de déjà, il pleut tout le temps. Donc de l'herbe, donc ça va. Oui, voilà. Sur toi, Emma, on dit ça aussi de la Normandie. Moi, je suis et du nord de la France aussi. Mais en fait, choses qui viennent jamais. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, oui, on a beaucoup de fromages au lait de vache. C'est pas comme la France qu'on y a les endroits qui sont spécialisés pour les laits de chèvre et tout. On a un mélange, donc on a pas mal des fromages au lait de chèvre, mais on n'a pas beaucoup des fromages au lait de brebis. On adore ça, mais il n'y a pas beaucoup des brebis. Donc ça, c'est un problème si tu veux fabriquer les fromages de brebis. Hein. Il faut effectivement des brebis. Il faut les brebis. Et il y a de l'élevage sur toute l'Angleterre ou il y a des bassins vraiment plus spécifiques où on produit du fromage? C'est plutôt dans le sud. Donc on a deux endroits spécifiques pour les fromages les plus connus. Donc dans le sud de l'Angleterre, on a le pays de Cheddar. C'est l'endroit de Cheddar. Donc c'est the West Country. On y revient. Hein. Ouais. Toujours au Cheddar. Donc ça c'est Devon, Somerset, Cornouailles. Donc ça c'est le pays de Cheddar. On a dans le nord pas mal des fromages qui sont en style, on s'appelle territorial. Et ça veut dire c'est un style de fromage un peu friable, un peu acide. C'est une technique spécifique et aussi il y a les fromages comme Wensleydale, Caerphilly, les fromages comme ça super friables et acides, on aime bien. Et le Stilton, le plus connu après le cheddar, je crois, ça c'est un style comme ça, acide mais avec le bleu dedans. Donc c'est plutôt dans le nord et dans le sud. D'accord. Et les élevages de lait de chèvre? Les de chèvre, on n'a pas beaucoup des troupeaux et ils sont un peu partout. C'est arrivé plus tard, c'était pas traditionnel. Voilà, exactement. On n'a pas une tradition de lait de chèvre, c'est ça. Donc c'est arrivé finalement récemment. Voilà, c'était plutôt parce qu'on aime les fromages de chèvre. On a bien sûr été inspiré par les fromages de la France et d'ailleurs, et il y a beaucoup de gens qui aiment les lactiques. Donc il y a plusieurs producteurs qui ont dit ok, je veux bien fabriquer les fromages de chèvre, mais c'est pas dans notre culture, on n'a pas une tradition de ça. Donc ça c'est nouveau. Et en Angleterre, du coup, on a une autre question quand même, parce que c'est bien de parler où sont produits les fromages, mais où c'est qu'on les achète? Donc la plupart des gens continuent à acheter les fromages dans les supermarchés. Donc ça c'est vraiment comme en France, la grande distribution, le premier volume. Exactement. Donc c'est le plus diffusé dans les supermarchés. À Londres, on a beaucoup des fromageries spécialistes et aussi on a pas mal des fromageries. Alors comment vous les appelez, ces fromageries spécialistes? Cheese shops, specialist cheese shops, les fromageries. Aussi, on a pas mal des petits fromageries et on a beaucoup des farm shops, donc les boutiques qui sont dans un endroit un peu à la campagne, qui sont avec une bûcherie, aussi une poissonnière. Ils poussent le légume. Vous appelez ça farm shop? Farm shop. Donc c'est pas forcément le producteur fermier qui. Donc là, c'est finalement des regroupements de producteurs. Ouais, comme on peut avoir plusieurs métiers de bouche. C'est une boutique. Donc c'est un groupement des boutiques spécifiques où soit c'est juste quelqu'un qui a une boutique et il dit ok, je veux vendre de la viande, du fromage. On va vendre tous ensemble. Donc on a pas mal comme ça, pas mal des boutiques comme ça. Et à part à Londres, dans les autres villes, il y a aussi des fromageries? Oui, c'est pas comme la France qu'on y a une fromagerie chaque 2 mètres, mais en Angleterre on a beaucoup. Donc on a une fromagerie dans presque tous les villages principaux, pas villages, les villes principales. Oui, on a beaucoup dans le nord. Hein. On a beaucoup des fromageries super dans le nord. On n'a pas beaucoup dans le sud. C'est bizarre parce qu'on a beaucoup de fromages dans le sud, mais pas beaucoup des fromageries.
Donc, Et il y a des marchés aussi? oui, on a des marchés. C'est pas comme la France. On a quelques marchés et il y a pas mal des marchés qui sont mélanges. Donc c'est pas forcément juste la bouffe, c'est pas juste les choses pour faire les courses. Il y a aussi quelqu'un qui fabrique les bijouteries, les bijoux et tout. Donc c'est un peu mélangé. C'est pas OK. Moi je vais à la marché pour faire mes courses. Donc ouais. Comme les halles, quoi. T'as pas Oui, de halles un comme peu ici, comme ça, ouais. Oui. Tous ces fromages, les producteurs, comment c'est structuré? Parce que il y a toute la distribution. Donc, on a parlé de grande distribution. Est-ce que les producteurs vont plus vendre en direct? Est-ce qu'ils passent plus par des grossistes? Comment ça fonctionne? Alors, c'est un mélange aussi. La plupart sont distribués par les grandes distributions, donc par les distributeurs. Donc, c'est le producteur qui va vendre directement en grande distribution, comme ça peut arriver en France. Donc, oui. Donc, il y a les producteurs qui disent, OK, moi, j'ai trop à faire. Je veux pas faire les ventes directes. Donc, je vais tout vendre à un distributeur et eux, ils ont leurs clients autour de l'Angleterre. Ça, c'est le plus connu, plus populaire. Mais il y a quelques-uns qui font les ventes en direct, mais c'est plutôt les producteurs qui sont un peu plus grands, qui ont la capacité à la faire. Ouais, mais la plupart, c'est avec les grossistes. Et donc, les crémiers fromagers, finalement, travaillent avec des grossistes comme c'est si le cas en France, c'est un peu la même structuration. Oui, exactement. Il y a pas mal des petites boutiques qui est mélangé un peu. Donc, s'ils sont juste à côté d'une ferme ou un producteur, ils font les ventes en direct comme ça. Mais la plupart de leur gamme, c'est une grande distribution. Ouais. Et vous importez beaucoup de fromage? Oui, c'est un peu plus difficile maintenant qu'avant avec le B-word. Il s'est passé quoi? Non, on parle pas de ça. Mais oui, c'est un peu difficile maintenant, mais on arrive. Donc oui, on fait beaucoup des importations. Ouais. On aime beaucoup les fromages français, beaucoup des fromages on dit continentaux, donc d'Europe. Et il y a quelques styles, quelques types de fromages qui sont pas adaptés. On peut pas les fabriquer en Angleterre. C'est les fromages qui sont iconiques, qui ont un terroir super fort. Et oui, on aime bien être inspiré par quelques styles, mais il y a quelques fromages qui sont... Il faut rester comme ça et on peut les acheter, comme les comtés, comme le roquefort, comme les fromages qui ont comme j'ai dit, une terroir hyper fort. C'est le premier pays que vous importez en Angleterre, c'est les produits français? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. D'accord. Oui. Donc la France, on adore les fromages français. Aussi, on aime voyager beaucoup. On est juste à côté, donc on est habitué d'acheter les fromages français quand on fait les vacances, tu vois. Donc j'ai fait le ski là-bas, je connais le Beaufort et aussi donc ça se traduit en Angleterre. Donc on a beaucoup des fromages français en Angleterre, ouais. C'est quoi les tendances aujourd'hui en Angleterre? Parce que les tendances en France, on en a entendu, on en a vu. Il y a eu la truffe. Après, il y a eu l'ail des ours. Il y a l'ail noir. C'est quoi les tendances? Comment évolue un peu le marché sur les tendances en Angleterre? C'est un peu comme la mode, donc ça change, pas chaque saison, mais c'est clair, les truffes, ils ont pris le monde entier. Donc on peut ajouter les truffes dans n'importe quoi et on adore et on va acheter. Les tendances en ce moment en Angleterre, c'est les pâtes molles. Donc on adore les textures comme ça. On adore les textures un peu molles, collantes, un peu soft. Ouais. Oui, exactement. Ouais. On adore ça. Vraiment crémeux, oui, le côté creamy. Oui, voilà. Ouais. Donc ça, on aime bien. Il y a pas mal des fromages aromatisés aussi en Angleterre. Donc, il y a beaucoup de fromages qui ont les fruits dedans. Les fruits, des noix, l'alcool. Il y a pas mal de choses comme ça. Mais les tendances, c'est vraiment les pâtes molles. Et aussi les styles cheddar, comté, etiva, comme ça. Donc, au niveau des accords, parfois, est-ce que tu as des exemples à nous donner? Oui. Des choses parce que toi qui es souvent aussi en France, tu dois bien voir des fois qu'on te regarde un peu bizarrement. Oui, c'est vrai. Il y a deux choses qui sont un peu intéressantes. Donc, j'ai déjà parlé des fromages aromatisés et c'est pas tellement un accord, mais en même temps, il y a les mélanges un peu bizarres. Je te confirme que mettre dans du cheddar de l'ananas, ah ouais. des fois,
Ça, c'est pas le pire. Hein. Ah, Moi, c'est j'ai pas le listé pire. Ah oui, d'accord. c'est quoi Ok. qu'est-ce que tu as Pays, listé l'ananas. comme pire? Ok. C'est quoi ton top 3 J'ai top 3, oui, peut-être. du pire? Troisième place. Le meilleur du pire. Donc, espresso martini cheddar. Espresso Martini. Ouais. Donc, Cheddar. tu sais, le cocktail. Ouais. Tu connais, ouais. Donc, ça, le café sucré dans le cheddar. J'ai vu une Thai green curry. Donc, une curry de Thaïlande. Ça, c'était spécifique. Oui. Aussi, le pire que j'ai vu, c'était... ça se traduit pas. Mais... Tu vas nous expliquer du coup. Alors dis-le en Il y a un anglais défi et puis pour on nous, se là. débrouillera. Il y a un défi, ouais. Bon, dans les boutiques de fish and chips, donc tu sais, on adore les fish and chips en Angleterre, il y a les frites spécifiques. Ils sont gras, ils sont épais. Dans le nom, il y a une sauce curry. Mais c'est pas une curry, c'est sucré, je sais pas quoi il y a dedans. Mais il y a un fromage, c'est un cheddar ciré en wax, ouais. Wax. Avec le sauce curry dedans. Donc ça, c'était dégueulasse. C'était pas bon du tout. On dit pas dégueulasse, on dit je n'aime Je pas. n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. C'était dégueulasse, mais je peux dire, non, c'est vrai. Alors- C'est particulier. Et des fois, vous faites aussi des accords. Ouais. Par exemple, vous mangez des fois du fromage avec des chips. Ouais, ça c'est moi. Dans son canapé avec ses poules. Oui, voilà. Le soir. Donc moi j'aime bien faire les expériments. Des expériences. L'expérience. Donc, moi, j'aime bien les chips en général et il y a beaucoup des parfums de chips différents, les textures différentes. Donc, j'aime bien faire les accords comme ça. C'est pas pour une dégustation formale avec les clients haut de gamme, mais en même temps, on est un pays qui adore les frites. On a les rayons des chips en Angleterre comme vos rayons de yaourt dans les supermarchés, donc on a beaucoup des parfums différents. Moi, j'aime bien les accords comme Etiva qui a des fois un petit goût viande, un peu bacon, lardon fumé. Ouais, il y a Ça, le côté du fumé ouais. de l'Etiva qu'on retrouve. Voilà, mais on a les chips qui s'appellent Frazzles et ils sont avec un goût de bacon. Donc ça, avec l'Etiva, ça marche très bien. Donc il faut faire les expériences, ouais. Ça, j'aime bien et aussi le chocolat, c'est un peu moins intéressant, mais j'aime bien les choses sucrées. Le sucré salé. Ouais, voilà, ça marche bien. Ça tombe bien, on a déjà échangé ensemble que je Ouais. fais une dégustation chocolat et fromage demain. Bah oui, ouais. Et, est-ce qu'on peut passer peut-être à la... Malheureusement déjà ouais, le parce temps que passe voilà. vite avec Emma. Déjà la dernière question. The final question. The Tell me. final one. The final one. Yeah. Are you You do- ready, Emma? I'm ready. Ready. You do Tell it me. in English? Yeah? Ah non. No? No. Ah. Quelle est ta pizza préférée, Emma? C'est ma pizza préférée. The best one. Je sais pas si Forever. j'ai jamais pensé à ça. Mais moi, j'aime bien. Waouh. Ah, Je sais ça- pas trop. J'aime bien les fromages avec les pizzas avec beaucoup de fromage dedans. Donc Pas très classique. original, juste. Non, pas du tout. Du cheddar? Je suis pas du tout cheddar. original. Autant avec avant, le elle était cheddar. un peu du cheddar. Excusez-moi, ouais, Elle était un c'est peu boring, original, ouais. mais là, c'est un peu boring. Oui, Ouais. ouais, c'est super boring. Mais moi, j'aime pas trop les burrata, les trucs hyper crémeux. Mais en même temps, j'aime bien quand il y a beaucoup de fromage, les fondus pizza. Ah ouais, j'ai trouvé. Ah. Petite histoire aussi. Donc, Oula. moi, j'ai visité une producteur de Mondor. De Mondor. Et je suis arrivée la nuit, le soir, et c'est dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de restaurants le soir. C'est pas Paris, c'est pas Londres. Hein. Donc je suis arrivée. C'est la je sais Franche-Comté. pas, voilà. Je suis arrivée, je sais pas, peut-être 19h. Tout le monde dans le lit déjà. Mais j'ai trouvé un restaurant. C'était le seul restaurant ouvert, et ils avaient les pizzas avec une Mondor entière. Donc c'est une pizza avec les oignons, les bacon, les lardons et une Mondor entière. C'était beaucoup, mais c'était une expérience et j'ai bien aimé. T'as fini ta pizza? Ou non, pas du tout. T'as pris un doggy bag? Pas du tout. Mais c'était une dégustative. C'était bien ensemble. C'était juste trop. 500 grammes de fromage sur une pizza, même si c'est une Mondor, c'était un challenge, quoi. Merci beaucoup, Emma. See you soon. À bientôt. Talk to See you you later. soon. Yeah. See you later. Bye bye. Bye. Later. Salut. Salut. Salut, Emma. On a la chance d'accueillir Xavier Turé, Ouais. ici avec nous, Cheese Guru.
Voilà, Bonjour Xavier. exactement, Cheese Guru, Bonjour. un des meilleurs ouvriers de France. Un des meilleurs ouvriers de également, France. comme toi. Quelle année, Voilà. Xavier 2007, 2007. grand millésime. Grand millésime, il y a un moment. Dernier millésime de 6, dernière portée de 6. Et Xavier, il a quand même pas mal bossé cette année pour un événement, un anniversaire, qui était même un centenaire, Le centenaire. le centenaire de l'appellation d'origine du Roquefort, et aujourd'hui AOP. Et Xavier, avec Laetitia, on voulait t'inviter pour parler de Roquefort, mais aussi pour parler, ce qui caractérise aussi pas mal, c'est des accords un peu changeants, un peu différenciants. La patte de Xavier, la Xavier Touch. Et donc voilà. Mais est-ce que en quelques mots, en 1 minute, tu pourrais dire qui tu es? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas encore. Donc, Xavier Turet, comme je dis, je suis tombé dans une marmite de lait quand j'étais petit. Mes parents étaient éleveurs laitiers en Seine-et-Marne, la patrie du Brie, et je suis tombé dans le Brie de Meaux quand j'étais tout petit. Et au début, je voulais être cuisinier, mais il y avait un peu trop d'ingrédients, donc j'ai fait fromager avec 3 ingrédients, mais c'était une erreur de penser que c'était plus facile parce que je continue à apprendre toute ma vie et c'est ça mon sport favori aujourd'hui, c'est de, après avoir parcouru le monde, revenir un petit peu à mes premières amours qui sont la France fromagère, parce que ça reste quand même, quand on voyage, le plus beau pays fromager du monde. Et aujourd'hui, mon boulot, c'est simplement donner envie d'avoir envie d'en manger. Oh, ça c'est bien dit, hein. Voilà. C'est beau. Hein. Et du coup, ton lien avec le Roquefort? Alors Roquefort, c'est un produit particulier parce que étant né à Meaux, il y avait qu'un fromage qui existait dans ma vie, c'était le Brie de Meaux, qu'on symbolisait de roi des fromages et prince des desserts. Et puis après un parcours dans le camembert en Normandie, il m'a été offert en 2000 de travailler à Roquefort, de vivre à Roquefort, et donc j'étais un peu pas enfermé dans le village, mais j'ai vécu Roquefort de l'intérieur pendant 2 ans. Dans les caves. Dans les caves sociétés, et où j'ai eu l'immense chance, parce que ma chance dans la vie, c'est d'avoir toujours fait des belles rencontres, et puis comme je dis aux jeunes, c'est d'être curieux. Ma chance, c'est d'aimer les gens qui ont une passion, de m'intéresser aux gens passionnés, et puis d'être curieux. Et cette chance, mon bizutage, c'était quoi? C'était de conduire Maurice Astruc. Alors Maurice Astruc, tout le monde le connaît pas dans la nouvelle génération, mais c'était Monsieur Roquefort. C'est lui qui a incarné Roquefort Société pendant des années. Ça n'était pas un acteur, mais c'était un vrai affineur qui a justement mis à jour un acteur au chômage, parce que il n'était pas du tout pressenti pour faire de la pub au début. Il est juste rentré dans la lumière en expliquant à l'acteur comment on tenait une sonde pour sonder le Roquefort. Et le réalisateur de la pub a renvoyé ce fameux acteur casté à Paris. Et c'est Maurice qui est rentré dans la lumière. Maurice est parti à la retraite fin 98. Moi, je suis arrivé à Roquefort en 2000, mais continue à bosser dans le sens où il était toujours l'image de la boîte. Et comme Maurice, il voyageait et il avait besoin d'un chauffeur, et que moi, j'étais le dernier arrivé au service marketing, j'étais le chauffeur de Maurice. Et donc, j'ai parcouru la France à des milliers de kilomètres avec Maurice en tant que passager. Et Maurice m'a appris le Roquefort dans la bagnole, et il me l'a aussi appris dans les visites des caves. Donc j'ai eu cette chance de rencontrer le grand conteur du Roquefort, parce que c'était un vrai conteur du Roquefort. Et qu'est-ce qui t'a appris du coup sur ce fromage? Beaucoup de secrets. Je ne trahis pas ces secrets, mais quelque part, comme je suis au service du fromage, je me dis, et puis surtout de déguster ce fromage qui est malgré tout un monument, mais un fromage qui pour moi est sous-évalué par rapport à son potentiel. Sous-évalué et souvent même parfois maltraité dans sa découpe. J'ai découvert un truc, c'est qu'en allant à Roquefort, personne ne savait découper le Roquefort. C'est quand même dingue que sur un fromage millénaire comme le Roquefort, aujourd'hui, personne sache couper le Roquefort correctement. Même moi, je suis arrivé, j'avais pas la prétention de savoir. Et les affineurs ne savent pas plus. Mais en fait, en observant le travail des affineurs, parce qu'en fait, l'affineur de Roquefort, sa grande particularité, c'est que lorsqu'il sonde, il ne goûte jamais. Il va juste observer la taille des ouvertures, la taille du persillage, la répartition du bleu, l'évolution du bleu, et il va replacer sa carotte dans le fromage sans avoir goûté le fromage. Contrairement à un affineur de pâte cuite qui va lui ouvrir le fromage, l'opérer, s'en octroyer un petit morceau ou un gros morceau, et puis reboucher, laisser un trou dans le fromage. Dans le Roquefort, il n'y a aucun intérêt à goûter le fromage quand il est en cave. Parce qu'il n'y a vraiment aucun intérêt. On pensait bien que je l'ai goûté, mais il n'y a vraiment aucun intérêt. Et en fait, au fur et à mesure des visites, je m'apercevais d'un truc, c'est que quand l'affineur avait un petit doute, souvent il frottait l'épiderme du fromage, donc le pourtour. Et ça, c'est pas Maurice qui me l'a appris, quoi. Et je les voyais frotter le pourtour et goûter ce qui restait sur la sonde. Et il me disait toujours, c'est ma façon d'évaluer la puissance du Roquefort.
Parce que si au bord il y a un défaut, il y a forcément un défaut dans le fromage. Bon, c'est assez rare dans le roquefort, mais ça peut arriver. Et puis en même temps, on évalue aussi le salage qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Et puis, en fait, après, la transposition, elle m'amène en Italie, dans le gorgonzola, où on a un espèce de Maurice Astruc aussi dans le gorgonzola. Où là, en Italie, je suis très envieux des Italiens parce que ils ont pas seulement inventé le bel canto, c'est-à-dire que pour moi, le langage du business, c'est le chinois ou l'anglais. Ils vont se battre pour choisir. Le langage de l'amour, ça reste quand même l'italien. Et le langage du fromage, je le dis haut et fort, c'est le français. Maintenant, on va parler d'accord et de roquefort. Alors, comment toi, tu dégustes le roquefort ? Alors moi, je déguste le roquefort avant tout nature, sans pain, peinture. Et puis après, comme j'en mange beaucoup, il faut varier un peu les plaisirs. Et puis surtout, comme c'est un fromage, déjà quand on mange un fromage, on le mange souvent avec les yeux. Et c'est un fromage, si on l'apprivoise pas avec les yeux, pour des gens qui n'ont pas la culture fromagère, nous on a grandi avec le roquefort en France, on a cette chance, c'est d'avoir grandi avec. Et quand on arrive dans des pays où il n'y a pas forcément une culture fromagère, quand on mange avec les yeux, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc tout moisi ? Ça donne pas forcément envie aux gens qui n'ont pas la culture. Donc comme j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu la chance de parcourir un petit peu le monde avec le roquefort, et le roquefort fait partie de ces fromages qui ont parcouru le monde avant les autres, et mieux que les autres. Parce qu'il y a toujours eu cette dynamique de participer à toutes les expositions universelles depuis la fin du 19e siècle. Le roquefort est un fromage voyageur depuis la nuit des temps. Il y en avait sur le Titanic, bon, ça lui a pas porté bonheur, oui. Mais le roquefort, on a des traces écrites jusqu'en Italie, Pline l'Ancien. Voilà, c'est des choses qui font que ce produit était un grand voyageur. Mais je me dis, il a été prescripteur, mais aujourd'hui, c'est pas le fromage le plus consommé au monde. Donc c'est frustrant quand même. Et pourquoi ? Parce que souvent, un roquefort, comme je dis toujours, ça se respecte. Ça se respecte dans sa chaîne du froid, mais souvent, le reproche qu'on peut lui faire, c'est d'être salé. J'interdis quiconque, en ma présence, de dire que le roquefort est salé. Le roquefort n'est pas salé. Surtout qu'il est bien moins salé aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Merci Romain. On a diminué les taux de sel en 20 ans d'une façon incroyable. Aujourd'hui, on ne peut pas moins le saler, puisqu'on aura vraiment un problème de structure et de conservation du produit. On met pas du sel pour se faire plaisir, on met pas du sel pour picoler plus, on met juste du sel pour pouvoir le conserver et pour pouvoir lui créer une résistance par rapport au temps de l'affinage. Et donc, non, souvent pourquoi il est salé ? Parce qu'il est consommé trop froid. Le roquefort, c'est comme un grand vin. C'est un grand vin qui a des épaules, ça se consomme chambré, faut que ce soit oxygéné, faut que ce soit à température. Et souvent, le tort du roquefort, c'est qu'on le sort à la dernière minute. Et donc, l'agression du froid sur le roquefort, effectivement, ça donne une espèce de caillou salé. Mais et là, c'est pas intéressant. Pas que pour le roquefort, d'ailleurs. Oui, pour les fromages en général. Pour les fromages en général. Mais on n'a pas toujours cette sensation de salinité quand on a un camembert trop froid, ou on manque souvent d'expression. Alors que le roquefort, la première chose qui vient par rapport à sa fraîcheur, à son humidité, c'est le sel. Donc tout de suite, on le met dans le caractère défaut, et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de consommateurs qui ne dégustent pas le roquefort à sa juste valeur. Donc moi, mon boulot dans la vie, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour inciter le consommateur qui est de plus en plus pressé à manger du roquefort à température. Alors moi, j'ai toujours tendance à avoir un garde-manger à la maison et à tout laisser à température, mais bon, comme on surchauffe les maisons, maintenant, c'est un peu compliqué. Non, par contre, une chose est sûre, j'ai pas inventé le fromage, comme certains, comme beaucoup. Mais par contre, j'ai fait découvrir aux Aveyronnais la façon dont on pouvait éventuellement chambrer le roquefort et le remonter en température rapidement. Et donc ce roquefort, avec quoi on peut l'accorder un peu spécial que toi tu fais ? Alors tu m'as pas fait l'affront. Merci Xavier, comme ça vous allez savoir si vous voulez m'embêter. Venez avec des bananes. J'ai une aversion pour les bananes. Voilà, je sais. C'est tout. La banane. Pourquoi les pizzas ? et donc voilà. Mais donc tu peux nous parler de la banane quand même. Hein. Alors la banane, ça a été effectivement un peu un choc parce que moi j'ai une manie, c'est que dès que je rencontre un chef, là qui plus est en plus un chef aveyronnais, je lui demande comment il accorde le roquefort d'une façon différente. Je suis toujours curieux de savoir. Et là je travaillais avec André Bras, le frère de Michel Bras, et on faisait des couteaux. On était à l'Aïeul et on était sur la mise au point de couteaux à fromage pour l'art de la table. Et un matin, on va prendre le petit déjeuner à la maison Bras avec la grand-mère. Il y avait la grand-mère, il y avait Michel et André, et je leur demande au petit déjeuner quels souvenirs ils ont de meilleure dégustation, le meilleur roquefort et la meilleure dégustation de roquefort qu'ils ont. Et là, ils se regardent tous les deux, ils se disent, on peut lui dire, oui, on peut lui dire. Et donc là, ils se rappellent
quand ils étaient petits, donc il y a une 50aine d'années, la banane était un produit de luxe, c'était un produit rare, c'était comme la clémentine et les agrumes, c'était un produit qu'on offrait à Noël aux enfants parce que c'était un produit cher Et qui venait de loin. De et loin, qui venait ouais. de très loin. Et donc vous imaginez une banane à l'aïeul au mois de décembre où il fait entre -5 et -10, donc forcément la banane devient tout de suite noire. Les mômes n'ont pas envie de la manger. Là, je parle de Michel et André Bras. Et donc, la grand-mère, qui est pleine d'astuces parce qu'elle avait quand même acheté ses bananes à bon prix, taille une tranche de pain, elle le fait griller, elle écrase la banane sur le pain et elle met du roquefort par-dessus. Et quand André et Michel Bras vous en parlent, ils ont des trémolos dans la voix parce qu'on sent Elle cachait la banane sous le roquefort. exactement. Et le deuxième qui m'en parle, un jour, je suis sur un tour de France gastronomique et j'arrive chez Georges Blanc à Vona. Et là, il y a un garçon formidable, pareil, une rencontre extraordinaire dans le milieu du vin, c'est Fabrice Sommier. Et Fabrice Sommier, on parle fromage, et il me dit, oh ouais, bon, j'ai le roquefort, toi tu le manges comment? Il me dit, m'en parle pas, le roquefort, à la fin du service, à chaque fois les serveurs me l'ont massacré, donc il y a toujours plein de miettes. Moi, je me le tartine sur une tranche de banane. C'est quand même le troisième qui m'en parle, enfin, je goûte quand même. Et donc, j'ai fini par goûter, et effectivement, il y a cet accord, quand on aime les bananes, en fait, qui est, pour moi, un bon accord, c'est quand le produit que tu accordes et le produit qui est accordé, Un équilibre. c'est un équilibre et que c'est sans fin. Tant que tu as de la banane, il te faut du roquefort. Tant que tu as du roquefort, il te faut de la banane. Et là, on est vraiment là-dedans. On est dans quelque chose de perpétuel. Donc, dans ce perpétuel, il y a la pâte de la banane, alors que je peux comparer à la crème de marron. Ça, c'est un accident. Ça, j'aime bien la crème de marron, par Ça, contre. c'est un accident parce que c'est ce côté un peu pâteux, ce côté un peu sucré, sans excès, qui va être très réconfortant et qui va aller calmer le côté salin du roquefort. Et c'est finalement, ça. il y a quand même un lien, parce que la crème de marron, on la consomme aussi beaucoup en hiver. Et vu que la base de l'histoire était sur l'hiver, Bien sûr. Et alors la crème de marron, la petite histoire, on était avec Jean-Charles Carman, qui est mon maître à cuisiner. Et on était en train de faire des photos. c'est plutôt un 2 mètres à cuisiner. Ouais, exactement. Et on était en train de faire des photos et là il y a un accident qui se produit. La crème de marron qu'on avait utilisée pour faire des photos des fromages corses avec les châtaignes et toute l'image d'épinal du fromage corse se renverse sur le roquefort qui était la suivante photo. Et là à un moment donné on est obligé de parer le roquefort, donc je fais une parure de roquefort. Je n'aime pas la crème de marron, je suis un peu comme Romain, mais j'avais pas une aversion, mais je n'aimais pas ça. Et je vois Jean-Charles se goinfrer de roquefort et de crème de marron, il me dit c'est dingue ce truc, c'est excellent. Et je finis par goûter parce que voilà, je veux avoir le même plaisir qu'il a. Et là, depuis ce jour-là, j'aime la crème de marron parce que c'est extraordinaire. Cet accord, effectivement, ce lien qu'il y a entre la crème de marron et le roquefort, c'est. On va recaresser le roquefort. On va recaresser le roquefort. Voilà. Donc là, Et on va le marier avec la crème de marron. Et l'avantage de la crème de marron, c'est que ça se transporte très très bien. ça colle. Et par contre, Merci. Xavier dose bien, parce que des fois, on a tendance à surdoser. Et il faut, c'est comme dit Xavier, une question d'équilibre. Il ne faut pas oublier le fromage. Bien sûr. Et J'ai pas encore entendu le. C'est fou ce que ça change tout. Ah, merci. Mais oui, c'est délicieux. Merci. Et effectivement, alors, c'est des super L'équilibre accords est- aussi pour donc la crème de marron. Il y a du sucre. Moi, c'est toujours ce que je dis, c'est et pour aussi réconcilier les gens qui n'aiment pas forcément les pâtes persillées. Le sucre vient un peu caresser, je veux dire, l'expression du champignon et du côté pénicillium. Et c'est une bonne manière d'éduquer à apprécier le roquefort aussi. Donc ça, à trouver un accord avec du sucré, que ça soit une poire juteuse, que ça permet vraiment d'emmener à donc ça marche très bien. Oui, parce que le roquefort, en fait, Et le côté pâteux, c'est vrai que c'est pratique à hop. voilà, c'est gourmand. Moi, j'appelle ça le plaisir solitaire parce que c'est très régressif, en fait. On s'aperçoit que les gens, quand ils voient un pot de crème de marron, on les ramène à l'enfance. Enfin, les accros à la crème de marron, parce qu'il y a des accros à la crème de marron. On les ramène à la tartine de pain beurre. Voilà, j'en ai trouvé un. Et on les ramène à la tartine de pain C'est beurre. plutôt dans un yaourt. Ah bah, dans les yaourts. Il y a une super marque qui fait des marrons suisses, c'est super bon. Et il y a un truc, c'est vrai qu'on s'aperçoit que les amoureux de la crème de marron sont des grands fans et ça les ramène tout de suite au petit plaisir coupable d'aller mettre la main dans le pot, le doigt dans le pot. Et donc, c'est vrai que c'est... Même moi, maintenant, aujourd'hui, j'avoue, j'aime la crème de marron. C'est un produit qui va divinement bien. Là, j'ai vu des crémiers fromagers faire des millefeuilles de roquefort à la crème de marron. C'est super, ça donne plein d'idées. Moi, mon but, c'est que mes idées soient reproduites. Ça veut dire que je suis dans le vrai. Et tu nous as ramené aussi un autre accord. Ouais, comme quoi c'est toujours possible de se réinventer.
moi, je suis tu vois, autant je peux passer une journée sans manger de fromage, mais je peux pas passer une journée sans manger du chocolat. Je suis un peu un chocolat addict. C'est le premier truc que je mets dans une valise quand je voyage, c'est une tablette de chocolat. Et c'est la seule addiction que j'ai. Je peux fumer sans avoir envie de fumer, mais le chocolat, c'est quelque chose voilà, c'est dans les gènes. Et donc, je suis toujours frustré de ne pas pouvoir marier toujours le chocolat avec le fromage, même si j'ai fait des trucs. Mais c'est toujours un peu bancal. Il y a tellement de variétés de façons de faire du chocolat que on n'arrive pas à avoir quelque chose de suivi en fait dans le chocolat. C'est comme le café. C'est en fait, exactement. ça dépend de la manière dont est traité le produit. Et c'est pour ça que aussi, quand on fait un accord, faut essayer avec les producteurs avec qui on travaille des accords. Et donc j'ai fait le pire des trucs parce que pour un amateur de chocolat, le chocolat blanc c'est pas du chocolat, on est bien d'accord. On est Du d'accord. gras C'est juste du gras parce qu'il n'y a pas de chocolat dedans. et du sucre. Et du sucre. Donc on revient toujours avec le sucre. Mais ouais, bien sûr. Alors ça, l'histoire du sucré salé, c'est toute une génération qui a banni ça parce que c'était très rupturiste. Mais moi, je dis toujours pour emmerder le monde, je dis toujours le palais a besoin de sel et le cerveau a besoin de sucre. Si vous voulez connecter les deux, à un moment donné, vous allez voir, ouvrez-vous les chakras, ça va bien se passer. Mais c'est vrai qu'il y a des tabous. Il y a une génération qui a été un peu. Alors l'avantage du Roquefort, c'est que là, le chocolat colle bien au Roquefort. Alors, il faut savoir que tu nous présentes du chocolat blanc. Des en petits copeaux de chocolat blanc, voilà, mais vous avez une belle tablette de roulée. chocolat blanc et vous la râpez, vous la passez à la râpe à fromage même, c'est super. Alors ça, moi, pour travailler un petit peu sur le chocolat aussi, si vous faites l'exercice à la maison, amusez-vous à râper avec différents tailles de copeaux et vous verrez que le sucre ne se diffuse pas pareil et on n'a pas du tout le même rendu. Et là, le fait que ça soit grossier, déjà, ça amène de la mâche et ensuite, le sucre se diffuse pas de la même manière. Et donc, c'est, je trouve aussi, le bon moyen pour ce type de fromage en faisant un accord. Alors, je continue mes conneries ou pas? Ah ouais. Parce que j'hésitais à changer de métier, donc maintenant, voilà, je suis rassuré. Non, Tu ça veux va, faire Xavier. chocolatier? Ouais, c'est trop technique, c'est trop précis. Pour moi, c'est beaucoup trop précis. Effectivement, là, il y a aussi le côté croquant fondant qui s'ajoute à la texture du Roquefort. On vient jouer justement Donc avec... on est encore plus dans la douceur. Il y a le dans Roquefort qui l'onctuosité reste, encore. mais il y a quand même un petit peu de sucre qui continue de se diffuser. Du fait, ça se coince un peu dans les molaires. C'est ça. Là, c'est un peu partout. Ouais. Ça Ça reste. ouvre tout ça. Et puis le chocolat blanc est aussi gras, on en a parlé. Et le gras, ça fait quoi? Ça fait saliver, ça fait travailler les papilles. Et donc ça marche. T'as d'autres accords comme ça que tu nous as pas ramenés, que tu t'es amusé à faire, ou des choses qui marchent pas du tout, que tu pensais que ça allait cartonner, et au final ça fait un flop? Alors, ouais, il y a plein de trucs qu'on a essayé de faire avec le Roquefort. On a essayé de le déshydrater, on a essayé de le cryogéniser, on a essayé de faire plein de choses avec le Roquefort. J'ai eu des expériences avec Thierry Marx absolument incroyables. Alors un rail de Roquefort, ça fait très très mal à la cloison nasale. Il faut pas essayer, il faut pas continuer, on arrête. Mais en fait, ouais, j'ai essayé beaucoup de choses. Mais on peut évidemment dans la déclinaison salée, j'ai rien inventé, mais la base de toute façon du Roquefort, c'est son utilisation en sauce. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas encore inventé 10% de la façon dont on allait pouvoir le consommer demain. On avait fait des dégustations quand on avait commencé l'exploration. Moi, j'étais très fan, comme je vivais à Roquefort, j'allais souvent à Cadaqués parce que je suis un fan de Dali. Et pas loin de Cadaqués, il y a Rosa, et j'allais passer beaucoup de temps chez El Bouli, où là, effectivement, on s'est amusé à travailler sur le techno, ce qu'on appelle le techno émotionnel, la déstructuration du produit. Et à ce moment-là, il ressortait en Espagne une sucrerie que vous avez tous connue quand vous étiez môme, enfin certaines générations, mais ça s'est appelé avec des noms différents. C'était le sucre pétillant, le Fizzy Bazzi pour ma génération. Et on avait essayé de faire une dégustation sonore avec ça. Alors on avait un problème, c'est que le Roquefort étant assez humide, ça se mettait à éclater avant même qu'on se soit en bouche. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé les premiers travaux avec l'enrobage de chocolat. Donc on avait fait chocolat noir, mais ça fond moins vite que le chocolat au lait. Donc on avait trouvé un très bon mix avec le chocolat au lait qui faisait ressortir un côté noisette au Roquefort qui était absolument extraordinaire. Moi, si j'avais un accord, mon accord préféré, si j'avais un dernier plat à manger, si j'avais un dernier accord, c'est la betterave rouge et du Roquefort. Pour moi. Betterave rouge. Betterave rouge, Roquefort. Ouais. Betterave
Betterave rouge, cuite, petite lamelle. Voilà, en petite lamelle et du roquefort. Pour moi, Le côté terreux, le côté terreux, ouais. la fraîcheur, ça ramène le roquefort à son essentiel, un peu à sa brutalité mais à sa finesse en même temps. La betterave, c'est pareil, c'est un produit qui est sous-exploité. C'est un super produit en plus en termes de santé. Moi, c'est Alain Passard qui m'a réveillé sur la betterave. J'adorais ça déjà avant, mais j'ai compris la betterave grâce à Alain Passard. Et le roquefort betterave, c'est quelque chose. Après, vous le mettez avec n'importe quel condiment. Ce qu'il faut se dire, c'est que la grosse révélation que j'ai eue sur le roquefort, comme quoi ça s'arrête jamais, c'est un dimanche matin, j'écoutais François-Régis Gaudry avec mon fils, on est assez fan. on va déguster. On va déguster à 11h sur Inter. Et je préparais mon colloque sur le roquefort. Et lui, il fait une émission 15 jours, 3 semaines avant sur la sauce soja. Et là, j'ai eu un rêve, mais ça m'obsède depuis. Je me dis, mais en fait, le roquefort est à la gastronomie française ce que la sauce soja est à la gastronomie nippone. Il devrait être. Il ne l'est pas aujourd'hui parce que, effectivement, on a tous un pot de moutarde, mais on n'a pas tous un morceau de roquefort dans son frigo. Mais ce que je m'aperçois, en fait, c'est que de tous les fromages qui existent sur le plateau de fromage, l'universalité du roquefort dans l'utilisation culinaire, elle est assez illimitée. Dans le sens où, que vous mettiez du roquefort en poudre, en grains, en crème, dans n'importe quel plat, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez apporter cette salinité qui va donner le goût d'encore. Donc moi, ça me donne toujours envie d'explorer. Alors, en plus, je vous cache pas que quand je caresse le roquefort, alors les Aveyronnais gueulent parce que économiquement, qu'est-ce qu'on fait du talon ? Je suis désolé, mais quand on sait pas cuisiner, c'est dramatique. Mais la recette la plus basique, c'est de faire des œufs cocottes au roquefort, c'est de diluer le roquefort dans de la crème. La crème, voilà, une petite sauce. Et que vous mettiez cette sauce partout. sur un carré de chocolat au lait ou sur n'importe quoi, vous allez faire un truc extraordinaire. Donc vous privez pas. Moi j'ai un congélo qui est plein de talons de roquefort, mais du coup j'en mets partout. Donc moi j'utilise le roquefort comme de la moutarde. C'est dans mon assaisonnement salade, il y a du roquefort. Donc le meilleur conseil peut-être, un conseil à donner, c'est de dire aux gens de ne pas hésiter à essayer, à faire avec les choses qu'ils aiment, de mélanger les choses qu'ils aiment. Hier, j'ai réussi à convaincre. J'étais content parce qu'on a fait une interview sur LCI hier matin et donc on avait une innovation sur la fondue, la fondue en boule, qui est venue, qui s'est levée à 7h pour venir nous faire une fondue à 7h15 sur le plateau du Mondial de Tours. Et à la fin de la dégustation, j'ai dit, tu m'autorises un truc ? J'ai mis du roquefort dans la fin de sa fondue. Alors, au début, il a été vraiment très surpris. J'ai dit, tu vas voir, tu vas goûter la fondue de ta vie. Et c'est ça qui va sauver le roquefort, parce que je dis toujours que le crottin de Chavignon a été sauvé par Henri Faugeron qui a inventé le crottin chaud dans les années 70. J'ai les articles de presse, Henri Faugeron devrait avoir sa statue sur le village de Chavignol. Je ne sais pas qui a inventé la tartiflette, mais c'est quand même les années 80 et c'est assez récent. Ça a sauvé la vente de reblochon. Aujourd'hui, si on veut sauver le soldat roquefort, il va falloir qu'on lui trouve une recette culinaire. Alors l'avantage du roquefort, c'est qu'il se met partout, qu'il est assez universel comme je disais, mais je rêve de ça. C'est qu'on ait un pot de moutarde de roquefort dans tous nos frigos. Et ben voilà. Je pense qu'il est temps maintenant de passer à la dernière question. Ouais. J'espère qu'il va pas nous donner la réponse facile. J'espère espère bien. Xavier, quelle est ta pizza préférée en Jaguar Moi, ma roquefort? pizza préférée, c'est la 4 fromages. C'est bête, tout le monde a dû répondre ça. Mais alors, avec du roquefort ou sans roquefort? Alors, avec du bleu, forcément. Merci Xavier. À tantôt. Salut. Avec plaisir. À tantôt. Et oui, c'est bientôt déjà la fin de ce dernier épisode inédit enregistré en collaboration avec leguidedufromage.com. Baptiste nous a montré que l'agroécologie est une approche de production agricole qui s'appuie sur les principes écologiques et la biodiversité pour concevoir des systèmes agricoles durables, résilients et respectueux de l'environnement. Quel bel exemple pour illustrer cela de la ferme de la Tremblay, qui depuis plus de 50 ans travaille dans ce sens. Avec Emma, on a vu qu'un seul fromage existe en Angleterre. Je veux bien sûr parler du cheddar. Je rigole évidemment. Merci à elle de nous avoir donné envie de repartir à la découverte des fromages anglo-saxons et de leur diversité. Une belle approche du marché dans ce pays voisin et de son fonctionnement. Et enfin, merci à Xavier pour cet échange passionné et gourmand autour de ce beau fromage qui est le roquefort. On espère que tu essaieras, si cela n'a pas déjà été fait, les idées d'accords qu'il nous a proposées pour l'accompagner. En cette fin d'épisode, je voulais remercier réellement Laetitia et Yann du guidedufromage.com pour ces beaux moments de partage sur ce mondial du fromage de Tours 2025
Et puis maintenant, avec l'échange et toujours leguidedufromage.com, nous espérons que ce dernier épisode de cette série spéciale t'a plu. Merci à toi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager, à le commenter et nous te donnons rendez-vous dès la semaine prochaine pour repartir à la découverte d'un producteur, d'un produit de la filière avec un nouvel épisode de l'échange. Et je te dis à très bientôt. Salut!